Bonjour Laura Maïga-Verio, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle brièvement votre parcours. Vous avez été prof de philo avant de devenir reporter de guerre, en particulier au Kurdistan. Expérience que vous avez rencontrée dans un livre, Sale guerre, aux éditions de l'Observatoire. Depuis, vous êtes devenu une journaliste grand reporter reconnue pour votre connaissance du terrain et vous écrivez en particulier dans les publications du groupe Les Échos Le Parisien sur la situation au Proche et au Moyen-Orient. Vous êtes également rédactrice en chef de la newsletter d'actualité internationale Long Courrier. Enfin, vous êtes membre du conseil d'administration du think tank Génération Libre. Alors, Laura Maï, entrons dans le vif du sujet. Un exercice simple et concis. 4 questions pour vous du Club France Initiative. Tout d'abord, quel est selon vous l'état de l'influence de la France, en particulier au Proche et au Moyen-Orient? Elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être par rapport à l'histoire qui nous lie à cette région du monde et parfois elle est même en décalage avec notre présence économique qui n'est pas négligeable, hein. Par exemple en Arabie Saoudite, en Israël, dans les Émirats, la France a quand même des liens assez forts avec cette région du monde en termes de balance commerciale, de présence des entreprises françaises, avec un petit bémol sur l'Égypte, où là, visiblement, on serait 6e investisseur direct, ce qui est un petit peu décevant par rapport à notre histoire culturelle partagée avec l'Égypte. Et même quand il y a en fait cette présence économique, eh bien, l'influence de la France en termes de francophonie, en termes de culture, est parfois effacée par rapport à ça. Au Kurdistan, par exemple, j'ai souvenir de cette école française à Erbil et une autre à Suleymaniye. Et il faut dire que les professeurs et les directeurs étaient un peu seuls dans leur envie de promouvoir le lien de la France avec cette région du monde. Là aussi, on a une histoire. Il ne faut pas oublier que Daniel Mitterrand a joué un rôle très important pour sauver de nombreux Kurdes qui subissaient la violence ethnique de Saddam Hussein à l'époque. Et les Kurdes nous sont très reconnaissants de cela. Et finalement, l'attente, la soif de France, de culture française, parfois n'est pas rassasiée. Alors, à quoi ça tient? C'est difficile à dire. Je pense que ça tient peut-être au même problème que nous rencontrons en France métropolitaine sur notre territoire dès qu'il s'agit de citoyenneté. J'ai l'impression que le lien, en fait, entre le citoyen et la République souffre à l'étranger de la même façon, peut-être en plus amplifié, qu'il souffre chez nous, une fois qu'on est en France. Et il y a comme un rapport à la République qui est devenu un peu d'ayant droit, de service. La République est souvent vue à l'étranger comme un guichet de service avec un réseau consulaire fort et qui est vraiment à la disposition de ses citoyens, mais pas toujours en termes de promotion de nos valeurs. Donc, peut-être finalement, la réflexion sur les citoyens de l'étranger, elle n'est pas forcément déconnectée de la réflexion en général de notre rapport à la République en tant que citoyen, même sur le sol français. D'accord. Très, très intéressant comme point de vue. Je voulais faire une petite digression puisqu'on reste sur cette question de l'influence. Vous êtes une journaliste francophone, mais vous écrivez aussi souvent en anglais. Moi, j'aurais aimé avoir votre point de vue sur la situation de la presse francophone à l'étranger avant qu'on revienne vraiment sur la question du soft power français, si je puis dire. Alors, elle n'est pas si mauvaise, parce qu'en réalité, la francophonie, ce qui n'est pas exactement le même sujet que l'influence française, puisque la francophonie regroupe tout un tas de pays. En fait, la presse francophone n'est pas en si mauvaise posture. Après, il faut évidemment distinguer les régions du monde dont on parle. En Afrique, elle se porte très bien. En Asie, je crois par contre que ça n'est pas le cas. La francophonie a beaucoup de mal en Asie de manière générale.
Après, si on a envie de réfléchir à la question de la presse française francophone, on a malheureusement perdu beaucoup de lecteurs, alors que, enfin, ça dépend des titres. Vous prenez par exemple un titre comme Le Monde diplomatique, il reste très lu à l'étranger, même dans les régions où je vous disais précédemment que la francophonie était en perte de vitesse. Pourquoi? Parce que c'est un groupe de presse qui est traduit en plusieurs langues. Alors, je ne me souviens plus exactement en combien de langues. Et qu'en fait, quand les gens de ces pays vont accéder au monde diplomatique dans leur langue, il y a parfois la curiosité dans la deuxième étape d'aller chercher le contenu original en français. Et donc, c'est d'ailleurs un choix que j'ai fait moi en tant que directrice éditoriale, rédactrice en chef de Long Courrier, cette newsletter dont vous parliez. Moi, je crois beaucoup que le multilinguisme est probablement un des véhicules qui va nous permettre, dans la presse française, de, je dirais pas vaincre la crise de la presse, je pense qu'elle est, elle est inéluctable, et qu'il va falloir vivre avec le fait que la presse ne sera plus une activité lucrative. Est-ce un mal, un bien, je ne sais pas. Mais la question est posée. Mais je suis assez convaincue que de s'adresser au monde dans plusieurs langues, tout en gardant le français, va nous permettre peut-être de pénétrer les écoles, par exemple, de servir à l'éducation du français à l'extérieur de nos frontières. Et puis, pour des raisons peut-être commerciales assez basiques, en adoptant le multilinguisme, on duplique les marchés potentiels de nos lecteurs. Et donc, le monde diplomatique en est l'exemple le plus frappant. Et malheureusement, pour le reste de la presse française, eh bien, à part quelques titres qui sont commandés, lus par les multinationales, par exemple Les Échos, le groupe pour lequel je travaille, où on sait qu'on a un volume d'abonnés institutionnels et professionnels important, à part ça, c'est difficile quand même. C'est intéressant. Et est-ce que c'est un peu un tabou, le multilinguisme en France, vous pensez? Non, je pense que c'est une idée dont on ne sait pas encore trop quoi faire. C'est une piste que beaucoup de rédactions explorent, d'ailleurs pas qu'en France. Hein. Par exemple, nous, notre base de lecteurs, c'est très amusant, mais nos premiers abonnés, c'était beaucoup des gens des rédactions. Et on avait des gens du Financial Times, de The Economist, du Monde en France, beaucoup de rédacteurs en chef qui nous ont un petit peu regardé démarrer avec intérêt et curiosité parce que c'est une vraie piste. Simplement, on ne sait pas encore vraiment quoi en faire parce que la simple traduction en décalé, ce que fait le monde diplomatique pour l'instant, souvent l'article traduit sort 6 mois après l'article original. Bon, c'est intéressant, mais c'est pas assez dynamique. Sortir dans plusieurs langues en même temps, c'est un défi logistique. Et nous, on y est confrontés en étant une toute petite association de presse. Et puis, la technologie ne suit pas forcément encore tout le temps pour que le même contenu soit accessible de manière dynamique dans une boîte mail en anglais, en français, par exemple. Ça, nous, on n'arrive pas à le faire. L'outil n'existe pas. Donc, je dirais que c'est une idée laboratoire, mais pas forcément un tabou, bien au contraire. En tout cas, dans mon métier, on est assez tenté. Simplement, on cherche la bonne formule, quoi. Je vais en revenir à ce que vous avez dit tout au début de l'entretien. Vous avez parlé d'une attente de France. Alors justement, s'il existe une attente de France, quels sont un peu les atouts et les faiblesses de la France au regard de son soft power? Je vais vous prendre l'exemple de la Tunisie. La Tunisie, pays francophone, dont la première ou la deuxième langue, ça dépend des circuits scolaires, reste le français à côté de l'arabe, avec une histoire très 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 forte hein, d'entremêlement avec la France, beaucoup de binationaux, de mariages mixtes, une immigration clandestine autant que légale massive. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'aujourd'hui, les chiffres montrent que le plus gros volume d'arrivées
clandestines à Lampedusa, c'est des Tunisiens depuis 2 ans. C'est pas simplement parce qu'ils arrivent à Lampedusa, mais leur destination c'est Marseille, hein, c'est la France. Et c'est pas simplement parce que c'est pratique ou parce que c'est proche. Ils ont une envie de rejoindre la France pour son activité économique, mais pas seulement parce que c'est un héritage aussi, l'attachement à la France. Et bien, de plus en plus de jeunes Tunisiens, une fois que vous sortez de Tunis aujourd'hui, ne parlent plus français. Et ça, c'est une rupture générationnelle. Il y a 10 ans, ça n'était pas le cas. Et s'ils ne parlent plus français, eh bien, la plupart du temps, ils parlent anglais. Alors, à quoi c'est dû ? Pour moi, on a quand même un maillage culturel et éducatif en Tunisie qui est important. C'est une de nos plus grosses présences en Afrique. L'IFT fait un boulot quand même formidable avec des expositions récurrentes, il y a une volonté. Et puis, moi, je croise beaucoup de gens de l'ambassade ou de l'IFT dans les événements culturels quand ils avaient encore lieu avant la crise du Covid. C'est pas toujours possible partout pour les diplomates ou les gens qui travaillent pour la mission française de se mêler à la population comme c'est le cas à Tunis. Donc, c'est pas une question de maillage, c'est pas une question de compréhension du tissu. Je crois, par contre, que c'est une question de mobilisation des Français eux-mêmes, des expatriés eux-mêmes, si je puis dire, ou des binationaux. C'est-à-dire que quand l'IFT va faire un événement dans le sillage de la francophonie, de la fête de la francophonie, eh bien, finalement, moi, en tant que Française, quand je suis à Tunis, je ne crois pas avoir été sollicitée en tant que citoyenne, hein, je ne parle pas ici de ma casquette de journaliste, pour porter cet événement au-delà, finalement, du cercle habituel. Et donc, je crois que là, il y a encore une fois vraiment une réflexion. Et pourtant, on a des relais qui sont très, très... très actif en Tunisie sur la question des Français, de la France en Tunisie. Mais peut-être qu'il y a un lien entre société civile et la République dans toutes ses formes d'existence qui est un peu distendu. Et personnellement, je n'ai pas de solution à ce diagnostic. Je ne suis pas sûre que de faire la fête du 14 juillet tous les ans soit suffisant. Et je ne suis pas certaine que les réseaux sociaux qui parfois nous donnent l'illusion de garder une communauté soudée soient suffisants non plus. Alors je vous dis ça à l'ère du Covid, où finalement on se rencontre peu et où on est un peu contraint par le virtuel. Mais je crois que mobiliser les Français à l'étranger, il faut inventer, il faut réfléchir, mais rappeler ce lien de citoyenneté en fait entre la République et nous, quand nous sommes hors du territoire, je ne vois pas. Pour moi, c'est vraiment le cœur du problème. Et encore en Tunisie, l'exemple que j'ai pris, il est relativement. Il n'est pas aussi important que dans d'autres pays que j'ai visités, où je travaille. Et où quand même la mobilisation de la communauté française, hormis pour des problèmes administratifs de sécu sociale et de scolarisation des enfants, là, il y a vraiment un problème, je trouve, de mobilisation, quoi. D'accord. Alors, c'est effectivement au cœur des enjeux du club France Initiative. Mais est-ce que alors évidemment, il faut qu'on innove, il faut qu'on essaye de trouver des solutions pour mobiliser ces communautés. Est-ce que, toujours sur cette question du soft power, et plus généralement de la présence française dans le monde, et en particulier, encore une fois, proche Moyen-Orient, et puis dans la région du Maghreb que vous connaissez bien, est-ce que vous pourriez nous faire des propositions pour encore une fois, renforcer le rôle de la France?
Alors, je vais revenir sur le sujet du maillage scolaire et je vais être un peu polémique, excusez-moi, mais c'est un constat que là, pour le coup, je reprends ma casquette de journaliste que j'ai fait dans mon métier. Euh, D'abord, je vais commencer par vous prendre l'exemple des chrétiens en Égypte, qui sont une minorité importante, mais qui restent une minorité, avec en plus plein de problèmes que vous connaissez vis-à-vis d'un contexte politique qui n'a pas toujours été simple pour eux, et politique et sécuritaire. Eh bien, ils gardent une influence extraordinaire sur la société égyptienne, qui explique aussi pourquoi finalement ils n'ont pas été exterminés à certains moments où visiblement c'était le projet, par les écoles. L'influence qu'ils ont dans la société égyptienne tient vraiment à leur maillage territorial et presque charnel avec les Égyptiens par leur système scolaire d'excellence, qui fait que énormément de familles musulmanes en fait font la queue pour pouvoir mettre leurs enfants à l'école chrétienne. Eh bien pour moi, vraiment la solution, on va dire, pas la solution, mais peut-être la piste à explorer le plus, c'est le maillage scolaire, la présence de la France par ces écoles. Or, il y a un vrai problème sur la gestion des écoles françaises à l'étranger. Il y a un vrai scandale, excusez-moi, financier. Il y a des droits d'inscription qui sont parfois extravagants et dont on ne comprend pas la logique, qui fait que des gens qui mettaient leurs enfants à l'école française depuis des générations arrêtent de le faire. Il y a une politique de recrutement des enseignants qui devient erratique. À certains moments, le financement en fait de notre instruction à l'étranger est tellement illogique qu'on va chercher des professeurs qui ne sont pas professeurs, qui sont sous-qualifiés et qui même parfois parlent un français approximatif, je l'ai vu, parce qu'on n'arrive même plus à attirer des enseignants français qualifiés, diplômés dans ce réseau d'enseignement. Je m'adresse ici à des parlementaires et à leur écosystème. Je crois qu'un audit de notre réseau d'éducation nationale à l'étranger s'impose, mais d'urgence, parce que y a énormément de scandales, vraiment. Et alors, pour le coup, en Tunisie, c'est le cas. Et puisque vous parlez enfin, il y a aussi la mission laïque, d'autres organismes qui sont un peu différents du système AEFE. Est-ce que eux, justement, ils ont un rôle quand même au Proche Moyen-Orient? Ils sont très présents. Comment vous analysez leur présence? Ils sont présents, mais il y a moins d'appétence de la part des gens dans les pays d'accueil. Parce que malgré tout, en fait, la notion de République française reste extrêmement forte à l'étranger. Parfois même, elle est plus chérie par nos hôtes, en fait, que par nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté. Liberté, égalité, fraternité, le drapeau français, ça a une résonance parfois chez les gens au Moyen-Orient, en Afrique. J'étais au Soudan il y a quelques mois, j'ai vu les yeux des gens briller à la vue de mon passeport français, et pas simplement parce qu'ils veulent émigrer, parce qu'en fait, beaucoup ne veulent pas émigrer. Il y a aussi un fantasme sur l'idée que tout le tiers-monde voudrait arriver chez nous, ce n'est pas le cas. Non, il y a une appétence pour ce que représente en fait la République française à l'étranger. Et pour eux, la mission laïque, c'est moins... La notoriété est moindre que l'éducation nationale française, que le consulat, que le député des Français de l'étranger ou les missions diplomatiques. L'institution française, en fait, a une résonance, en fait, chez nos hôtes qui reste incomparable. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, le constat est triste en ce moment,
mais il n'est pas irréversible. Notre potentiel, en fait, dans l'échange avec eux est énorme. Mais je crois, encore une fois, que... Alors, on peut parler de soft power, mais je pense que c'est presque un enjeu secondaire par rapport à la réflexion sur la citoyenneté. J'insiste énormément dessus parce que moi, je suis assez déçue régulièrement, en fait, de voir pour quelles raisons le français de l'étranger va s'adresser à son consulat. Alors, dont c'est le job, vraiment, mais cette notion de guichet, de service, en fait, qui limite notre lien à la République, me semble insuffisant. Donc, l'école, l'éducation, c'est très fort parce qu'en fait, c'est quand même, quand vous mettez les enfants dans une société d'accueil avec les enfants de nos hôtes, en fait, c'est le premier pont que vous jetez, quoi, entre une culture et une autre. Et puis, je suis... Pardon, c'est l'ancien prof qui parle peut-être, et encore, moi j'ai claqué la porte de l'éducation nationale avec soulagement parce que c'est une institution avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal personnellement. Mais enfin, le niveau de notre éducation reste quand même extraordinaire. Je sais qu'on ne s'en rend pas compte forcément vu depuis Paris, mais il est extraordinaire. Et donc, quand vous utilisez ce levier pour vous adresser à une autre communauté et à une autre culture, vous ouvrez des perspectives extraordinaires. Ok, ben, on va rester là-dessus. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation.